Nous allons maintenant nous pencher sur la situation au Royaume-Uni. Pour les 25 prochaines minutes, le professeur Mike Gordon va donc nous parler de l'éthique politique et de l'irresponsabilité ministérielle au niveau du Royaume-Uni. L'intitulé exact de son exposé éthique politique et irresponsabilité ministérielle, convention, code, commission dans la Constitution britannique. Alors, il est professeur de droit constitutionnel à l'Université de Liverpool. Il est l'auteur du Parliamentary Sovereignty in the UK Constitution, Process, Politics and Democracy, qui a été publié par Art en 2015. Il est co-auteur de plusieurs éditions et autres sur le Brexit, la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, la théorie constitutionnelle, ainsi que tous les aspects du constitutionnalisme. Ses recherches portent sur le droit constitutionnel britannique, la pratique et les réformes avec une expertise particulière concernant la souveraineté parlementaire, le Brexit et la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et il s'est penché également sur la question de la théorie constitutionnelle, en particulier le constitutionnalisme politique démocratique. Et je pense pouvoir lui céder la parole et j'en profite au passage pour remercier les interprètes pour leur travail. Bien, merci beaucoup. Et comme les autres orateurs l'ont fait avant moi, je voudrais remercier les organisateurs qui m'ont invité à m'exprimer devant vous aujourd'hui lors de cet magnifique événement qui nous réunit. Et il faut le savoir, le sujet que nous abordons aujourd'hui est un sujet extrêmement important. Vous avez pu le constater sur base de la question de la responsabilité, de la confiance politique, etc. Toutes ces thématiques et celles qui en découlent sont très importantes. Et il est effectivement très intéressant pour un Britannique de venir ici en Europe continentale pour en parler, parce que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de débats sur ce sujet au Royaume-Uni en tant que tel. Donc, c'est très intéressant de voir quelles sont les différentes implications et les façons d'aborder cette thématique, que ce soit au niveau de la France ou de la Belgique. Alors, l'intitulé de ma présentation s'inspire d'un article que j'ai publié cette année, Éthique politique et irresponsabilité ministérielle, convention, code et commission dans la Constitution britannique, et notamment je me réfère ici à la Constitution britannique. Alors, il est important de parler des pratiques récentes au niveau du gouvernement britannique en particulier, notamment par rapport aux règles d'éthique qui structurent ou devraient structurer à tout le moins le comportement de nos ministres au niveau du Royaume-Uni. Et ici, je vais stipuler que ce que nous avons vu au niveau de nos deux derniers gouvernements, ce n'était pas des pratiques relevant de la responsabilité ministérielle, mais plutôt de l'irresponsabilité ministérielle. Et je vais expliquer mon propos d'ici quelques instants. Alors, je vais me focaliser sur les règles d'éthique qui s'appliquent aux ministres de notre gouvernement. Il y a d'autres règles et d'autres processus qui s'appliquent aux parlementaires, aux membres de la Chambre des Lords, etc. Mais ici, je vais me focaliser en particulier sur le volet central, si je puis dire, au niveau de notre mode de gouvernement. Je vais également parler de l'évolution des règles afférentes à l'éthique politique, notamment dans notre Constitution britannique. Il y a des changements assez intéressants qui sont intervenus et des changements qui sont encore en cours de déploiement à l'heure actuelle au Royaume-Uni. Et je vous parlerai des transitions que nous avons pu constater dans la nature même de ces règles par rapport aux conventions constitutionnelles, au niveau des règles qui sont des règles non contraignantes et par rapport aux codes et autres éléments qui englobent ces différents dispositifs, certains étant contraignants, d'autres pas. Alors nous savons qu'il y a par exemple une commission d'éthique et d'intégrité qui a vu le jour. Et donc, on essayera de voir également de quelle façon les différentes questions en présence ont été abordées. Alors, je vais donc me focaliser sur cette idée de responsabilité ministérielle. Alors, nous avons une constitution qui est très bien codifiée. Vous avez probablement connaissance de ce document. Et là, nous avons toutes nos règles fondamentales en matière d'éthique politique. Nous nous focalisons sur des conventions constitutionnelles
qui ne sont pas légales, qui ne sont pas énoncées dans les statuts, mais qui sont néanmoins considérées comme étant contraignantes au niveau des participants à ce système. Donc ces conventions constitutionnelles constituent la pierre angulaire des normes qui s'appliquent aux ministres de notre gouvernement britannique. Alors, nous avons donc cet ensemble de règles qui créent toute une série de responsabilités par rapport au Parlement, donc au niveau de la législature, et on doit assumer les responsabilités en la matière au sens large. Et puis, il y a également toute une série de responsabilités qui incombent au Premier ministre en tant que chef de gouvernement. Donc, c'est la nature duale, si je puis dire, de ces règles qui est intéressante ici parce que la responsabilité, elle est double, elle touche les deux niveaux. Alors, au niveau britannique, nous scindons les règles et autres responsabilités en deux catégories, celles qui sont individuelles et puis celles qui sont collectives. Donc, il y a les responsabilités collectives ou individuelles. Alors, il n'y a pas véritablement de définition quant à ces règles, mais néanmoins, il y a toute une série de récits académiques suffisamment persuasifs qui ont eu pour objectif d'étayer, d'étoffer quelque peu ces règles. Nous avons le professeur Buddy Prager qui parle des responsabilités sur le plan individuel, au niveau de la conduite personnelle, au niveau des politiques départementales ou ministérielles dont la personne est chargée et au niveau des fonctionnaires. Alors pour le volet collectif, nous avons le professeur Marshall qui s'est penché sur cette notion de confiance puisque le gouvernement collectivement assume cette responsabilité de maintien de la confiance au niveau du Parlement. Il y a également des règles qui portent sur l'unanimité, puisque les premiers ministres sont censés accepter à l'unanimité les politiques du gouvernement, les accepter de façon publique ou alors démissionner le cas échéant. Et puis, il y a également donc cette notion de confidentialité avec toute une série de règles, les discussions et débats qui ont lieu à huis clos ou sous le sceau du secret, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de paramètres qui doivent rester confidentiels, puisqu'il faut soutenir publiquement les décisions qui ont été prises indépendamment de ce qui s'est discuté. Donc, les professeurs Brazier et Marshall ont défini très clairement ces différentes règles. Alors, ces règles ont parfois été étirées et élargies, notamment dans le cadre de pratiques récentes qui ont été de mise au niveau du Royaume-Uni. Alors, dans le Guardian, au début de cette année, on s'est focalisé sur le gouvernement de Theresa May et de Boris Johnson. Donc, on parle ici de l'ère May et Johnson. Alors là, nous avons bien entendu des contextes différents. Ce sont des premiers ministres très différents, avec des caractères également différents. Le narratif, si je puis dire, est également très différent en ce qui concerne. Mais il y a également une certaine forme de continuité entre les deux gouvernements en règle générale, et puis une approche également assez identique par rapport à la responsabilité ou un manque d'approche par rapport à ces questions de responsabilité. Donc, par rapport à ces deux ères, l'ère May et l'ère Johnson, donc vous avez probablement pu entendre toute une série d'échos par rapport à des violations qui ont eu lieu par rapport aux 6 conventions phares, tant au niveau des responsabilités collectives et individuelles. Et puis nous avons constaté également un nombre assez impressionnant de démissions qui ont eu cours sous ces deux ères. Alors il est très difficile de décrypter cet écran, mais c'est une tentative ici, au niveau de différents groupes de réflexion britanniques, de pointer du doigt le nombre de démissions survenues dans le cadre de ces gouvernements respectifs. Alors, on a compilé et collationné les données parce qu'il n'y a pas de registre officiel qui compile tout cela, mais vous pouvez voir que les lignes font en sorte que parfois, effectivement, il y a des scandales de temps à autre qui font en sorte qu'une démission doit intervenir parce qu'on a commis une infraction par rapport aux règles. Mais pour Johnson et May, vous pouvez voir que la situation est très différente en termes de volume, si je puis dire, au niveau des violations de règles éthiques pendant cette période. Et je pense que le fait que ce soit produit au niveau de gouvernements consécutifs fait en sorte qu'il est très intéressant pour nous de nous pencher sur cette période pour essayer de comprendre ce qu'il en est. Alors, il y a eu un changement, si je puis dire, de
de taille qui est intervenu sous cette ère politique. Alors, je ne vais pas entrer par le menu dans les différents détails au niveau de ces gouvernements, parce que nous pourrions y passer la nuit. Il y a eu énormément de scandales, d'épisodes, d'accidents, d'incidents divers et variés qui sont intervenus pendant la période May, entre 2016 et 2019. On a eu, par exemple, toute une série de cas de problèmes au niveau de la responsabilité collective, notamment à cause du processus du Brexit, et puis des échecs, notamment quant à des consensus par rapport au Brexit. Il était très difficile d'avoir des positions unanimes. Beaucoup de ministres et de cabinets se disputaient par rapport notamment aux politiques qui devaient être de mise, notamment par rapport à l'Union européenne. 41 démissions en 36 mois pour le gouvernement May. Alors si on prend Tony Blair et David Cameron, vous pouvez voir les chiffres. Vous avez ici 46 et 16. Donc, il y a quand même une certaine différence au niveau du nombre de ministres qui ont démissionné sur base de ces règles dites de responsabilité. Et ce qui est intéressant par rapport à cette démission, c'est que ce ne sont pas des diminutions de personnes qui étaient d'un côté ou d'un autre par rapport au Brexit. Nous avons eu, par exemple, 10 personnes qui étaient pro-Brexit, 12 démissions pour des personnes qui voulaient un Brexit beaucoup plus dur. Donc, il n'y a pas véritablement de cohérence, si je puis dire, en ce qui concerne la répartition, le narratif qui explique également ces démissions. Et puis, nous avons également toute une série de démissions de 5 membres du cabinet, 6 dont 2 secrétaires d'État ou ministres en fonction, et puis la personne responsable des affaires étrangères au niveau de Boris Johnson. Donc, c'est assez fascinant, effectivement, de se pencher sur les chiffres et sur les démissions en la matière. Et puis, il est intéressant de voir également quel est le narratif qui explique ces différentes démissions. Nous constatons qu'il y a beaucoup d'exemples avec des précédents par rapport à la règle de confidentialité, d'unanimité, sans que ce soit nécessairement rattaché au Brexit. Alors, il y a, je vous l'ai dit, c'est assez rare que nous ayons des ministres qui démissionnent pour des questions de confidentialité. Puis nous avons également toute une série de scandales par rapport à des problèmes de conduite personnelle. C'était au moment du MeToo, de la fameuse crise MeToo. Moi aussi, il y a eu toute une série de démissions qui sont intervenues au niveau de Westminster en raison de ces scandales MeToo. Et puis, nous avons un ministre qui a démissionné parce que une mauvaise décision avait été prise par un des fonctionnaires actifs au sein de ce ministère. Donc ça, c'est un cas qui est peut-être un petit peu plus particulier. Donc, le gouvernement de Theresa May a été confronté à une véritable vague de démissions pour des questions de responsabilité collective, alors que dans le cas de figure de Boris Johnson, c'est plutôt des questions de responsabilité individuelle qui intervenaient, ou des questions de conduite personnelle. Il y a toute une série de scandales qui sont intervenus, des scandales, par exemple, pour toute une série de la fameuse soirée pendant la pandémie. Je vous en passe et des meilleurs. Une affaire de corruption où un parlementaire a été reconnu coupable d'avoir enfreint certaines règles et accepté des fonds pour alors qu'il y avait toute une série d'exactions qui avaient été constatées. Il y a également une affaire d'harcèlement sexuel où on a redésigné un nouveau ministre dans le gouvernement en disant que on n'avait pas entendu parler de ces allégations d'harcèlement sexuel alors que cela avait été rendu public. Donc 55 démissions sur 3 jours. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis, à l'instar de Madame May, il y a également eu toute une série d'exemples de responsabilités individuelles qui ont lieu. Vous avez le fameux Wallpapergate, la fameuse soirée dont je vous ai parlé il y a quelques instants, une affaire de corruption et d'autres cas de harcèlement sexuel. Donc, nous
constatons que par rapport à la responsabilité ministérielle, par rapport à l'éthique, nous constatons qu'effectivement il y a certaines difficultés. Les conventions sont toujours bel et bien présentes et prévalent toujours. Et c'est pour cela que moi je parle d'irresponsabilité par rapport à la situation. Parce qu'on n'a pas changé la substance des règles, elles sont toujours identiques à ce qu'elles étaient auparavant. Il y a toujours ces notions de responsabilité individuelle et collective, mais il y a également une question de mode de fonctionnement de certains éléments, et puis il y a des éléments qui tendent à être normalisés, qui tendent à faire partie intégrante de façon normale et classique de ces différentes règles. Alors, je ne veux pas dire non plus que c'est le chaos, que chacun fait vraiment ce qu'il veut en fonction de son bon vouloir. Je ne veux pas non plus être trop péjoratif ou exagéré dans mes propos, mais je parle ici d'irresponsabilité dans le sens de problèmes systémiques. Et c'est ce qui véritablement s'est déroulé au Royaume-Uni, notamment par rapport à ces différentes règles dites opérationnelles. Alors il y a 5 caractéristiques, 5 éléments qui constituent, à mon sens, un revirement, si je puis dire, par rapport à la situation. La fréquence des démissions, je vous en ai d'ores et déjà parlé. Et puis ce qui est intéressant également à constater, c'est que ces changements ont parfois suscité un certain scepticisme par rapport aux fonctions ministérielles. Auparavant, on disait généralement les ministres ne démissionnent pas parce que ça, les règles fonctionnaient d'une certaine manière. Maintenant, tout cela a été complètement inversé, si je puis dire. Nous avons beaucoup plus de démissions au niveau des différentes personnes qui occupent des fonctions ministérielles. Alors, il y a également des lacunes et des déséquilibres au niveau des règles, notamment par rapport à la conduite personnelle. Il y a eu beaucoup de démissions qui étaient liées à cela par rapport à l'unanimité qui doit être de mise au niveau du gouvernement. Alors, pour d'autres règles, il y a moins de démissions. Des ministres, par exemple, qui assument la responsabilité d'un échec au sein de leur ministère. Même dans une ère où nous avons constaté beaucoup de démissions, bien, il y en avait très peu pour ce motif-là. Alors, bien entendu, cela n'entrave pas la prise de responsabilité des ministres qui assument les erreurs commises par leur cabinet. Alors, nous avons également tout ce qui tourne autour du Brexit et dans le sillage du Brexit. Je vous l'ai dit que nous avons eu pas mal de démissions également, notamment au niveau de l'ère Johnson. Ça a été un défi par rapport à la prise de position du Premier ministre, qui est en quelque sorte l'arbitre, puisqu'il est le chef du gouvernement, et qui était également le premier à violer certaines des règles, ce qui a créé parfois certaines tensions, comme vous pouvez le deviner aisément. Et puis nous constatons également que l'objectif normatif des règles a parfois péché également. Il y a toujours 2 objectifs en la matière. C'est qu'il faut fixer des règles qui peuvent être utilisées par les citoyens pour pointer du doigt la conduite du gouvernement. Et puis, si les règles fonctionnent, cela légitime d'autre part le gouvernement et les dirigeants. Et malheureusement, nous n'avons pas eu un mode de fonctionnement adéquat à ces 2 niveaux-là. Les choses n'ont pas fonctionné comme elles le devaient. En fait, nous allons voir dans les années qui viennent. Certains ont dit, bon, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est temporaire? À cause du Brexit, oui, d'une certaine manière, mais on peut voir également que cette approche des règles de responsabilité dure ailleurs, où les responsabilités deviennent de plus en plus personnalisées, le gouvernement est volatile, il y a cette manque de confiance de 40-50 jours au pouvoir avant de démissionner. Rishi Sunak également a souffert d'un manque de confiance assez rapidement. Donc je crois qu'il y a ces changements. Mais bon, on a un nouveau gouvernement depuis le mois de juillet, donc on verra. Donc voilà où nous en sommes en termes de pratiques récentes et l'échec de respect de ces règles. Alors comment est-ce que ces règles évoluent au Royaume-Uni? Donc comme je l'ai dit, principalement, on a nos règles de responsabilité ministérielle, on a des constitutions, des règles non contraignantes mises en place au XVIIIe siècle, donc avant la démocratie.
au Royaume-Uni. Mais il y a eu des changements au fil du temps, de plus en plus. Fin 20e et 21e siècle, on a ce qu'on appelle le code ministériel. Il y a un document qui est le manuel pour les cabinets ministériels qui a commencé à codifier certaines de ces règles. Alors, ce ne les rend pas contraignantes, mais ça commence à formaliser ces règles. Et ça, je vais en parler dans un instant. Cela devient un document de plus en plus long. Et je crois que l'étape suivante, c'est là où l'on est maintenant. Le débat actuel, c'est sur la possibilité d'une réforme institutionnelle supplémentaire en réaction aux tensions que j'ai mentionnées il y a un instant dans les responsabilités ministérielles. Donc, le code ministériel, je dirais, est le document central sur lequel on se base de plus en plus pour ces règles. Il est rédigé par le Premier ministre. Il a été publié depuis 1992. Il a été publié tout d'abord comme des questions de procédure et ensuite a été renommé Code ministériel en 1997. Ça existait sans être publié, mais c'est publié depuis les années 90. Et le rôle de ce document, c'est de fixer les normes de conduite des ministres et fournir des recommandations, des conseils pour effectuer leur travail. C'est pas tout à fait abstrait par rapport aux différentes conventions. C'est lié avec les normes externes essentiellement, par exemple les 7 principes de la vie publique, l'intégrité, l'altruisme, etc. Tout cela est intégré dans le code sous forme d'annexe. Donc, c'est pas seulement un document fourni par le gouvernement, mais à certaines normes précédentes. Mais les tensions, c'est que nous avons le Premier ministre qui est l'auteur du code. Il est publié sous son nom. Le Premier ministre est l'arbitre de ce code, décide s'il y a violation ou pas. Et ensuite, c'est lui qui fait appliquer les règles ou pas. Donc, le code ministériel, en termes de transparence, est un petit peu une évolution positive au Royaume-Uni, mais il y a des préoccupations quant à sa structure et je crois qu'on ne peut pas les ignorer, en particulier parce que c'est de plus en plus important dans les discours britanniques. Alors, après les scandales, les journalistes en particulier lisent le code et pointent du doigt les ministres qui ne le respectent pas et on dit qu'il y a infraction au code ministériel. Et ce code devient un petit peu le cadre à travers lequel nous avons tous ces débats sur le comportement approprié ou pas des ministres. Alors, est-ce que il y a une efficacité, il y a des questions sur des questions qui sont restées sans réponse. Est-ce que le code ministériel est le document clé ou alors est-ce qu'on a encore la convention? On fait un petit peu les deux, mais ça n'est pas satisfaisant. Est-ce que le code et la convention se contredisent? D'autres préoccupations quant au code, c'est que tout cela est intergouvernemental. C'est le Premier ministre qui rédige le code, qui régit comment les ministres doivent se comporter. Donc, le gouvernement pourrait être partisan dans ce domaine. Et la responsabilité des ministres vis-à-vis du Parlement est secondaire. Et ensuite, il devient de plus en plus technique. On regarde les règles dans ce code. Est-ce qu'elles ont été enfreintes ou pas? Il y a un débat pseudo-juridique. Donc, je ne dis pas que le code est une mauvaise chose. Je dis que néanmoins, il y a des questions constitutionnelles sur ce que cela signifie dans son importance dans notre pratique. Et en fait, dernière chose pour conclure, parce que je sais que je n'ai plus de temps, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc, d'une certaine manière, cette conférence est très importante pour songer aux différentes manières dont les règles politiques ou l'éthique politique peut être institutionnalisée. Donc, les principales propositions de réforme au Royaume-Uni sont de fournir une base législative pour ce code ministériel, pas nécessairement en faire une application juridique, même s'il y a eu certaines tentatives qui ont réussi dans une portée limitée. Une autre option, c'est de renforcer l'autonomie d'un rôle assez obscur de ce qu'on appellerait un conseiller indépendant sur l'intérêt des ministres. Donc, il serait nommé par les ministres pour les conseiller, parfois pas, sur des infractions de ce code. Il y a des pratiques qui sont tout à fait incohérentes, mais certains disent peut-être qu'on devrait mettre ce rôle sur base statutaire. Et une proposition plus récente, c'est que le Parti travailliste qui vient d'être élu au gouvernement depuis 2022, en réponse à la période de Johnson, essayait de
réformer cela. Mais le problème, ça ne nous surprendra pas, maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils semblent diluer un petit peu les propositions dans une certaine mesure. Ils n'avaient pas vraiment de vision claire de à quoi ressemblerait cette commission qu'ils veulent créer. Donc, ils ont dit que peut-être elle aurait un rôle d'enquête, faire des recommandations au Premier ministre sur des sanctions. Maintenant, ils disent ça pourrait être un organe ombrelle sur toutes les institutions que nous avons. Il y a eu des questions de savoir si ça, à quoi ça correspondrait dans tout notre paysage d'organisation et de comités. Donc, ils pensent qu'il n'y aura pas de proposition de loi dans cette première séance. Donc, ce sera un comité non statutaire et que dont beaucoup s'inquiètent parce que ça semble démontrer qu'il n'y a pas beaucoup de sérieux constitutionnel. Donc, peut-être que cette proposition n'ira nulle part et que peut-être que ce changement sera illusoire en dépit du changement de gouvernement. Mais il y a des questions plus larges. Est-ce qu'on recherche encore de la substance ici? Est-ce qu'on a encore du mal à régler les problèmes culturels? Ça, c'est encore un véritable défi. Et donc, ma dernière planche, et ça, ce sont vraiment que des questions sur lesquelles je veux terminer. Au Royaume-Uni, on a eu cette période assez extraordinaire. Il me semble qu'il y a eu ces changements dans les règles d'éthique politique qui vont peut-être perdurer pendant un certain temps. Ça ne veut peut-être pas suggérer, je ne pense pas qu'on ait encore des propositions de réforme qui soient capables de régler ce problème. L'expérience de ce code ministériel suggère que ce genre de réforme a un impact limité parce que, bien sûr, tout ce qu'on a connu avec Boris Johnson s'est fait avec ce code ministériel et donc il semble que ces réformes rencontrent des obstacles politiques, institutionnels et donc il semble que la porte se referme pour faire quelque chose d'important. Et donc j'en reviens à ce que disait le premier panel. Quels sont les liens entre le changement de pratique de ces règles au Royaume-Uni et la désaffection démocratique et l'éloignement des citoyens de la politique au Royaume-Uni. Je crois également que la question, qu'est-ce que ça veut dire pour l'État si on est dans une situation où on a pratiquement une irresponsabilité des ministres perpétuellement, qu'est-ce que ça en dit de l'autorité de l'État, de la capacité de l'État à faire la promotion du bien-être général, par exemple. Donc il y a des grandes questions qui découlent des échecs qu'on a connus au Royaume-Uni dans ce domaine. Bien, désolé d'avoir dépassé le temps. Merci beaucoup.